Donc maintenant que vous avez pu faire une petite pause, vous restaurer, je vous propose qu'on parle d'un autre sujet qu'on a porté au sein de la chaire, donc le sujet de la biodiversité en ville, et notamment quelle biodiversité générée par l'agriculture urbaine. Donc comme vous le savez tous, préserver la biodiversité, c'est un des nombreux enjeux majeurs de ce 21e siècle. Juste quelques données pour commencer. D'après le dernier rapport d'évaluation mondiale de l'IPBES, donc qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, plus de 40% des espèces d'amphibiens et environ 10% des insectes sont menacés d'extinction. Depuis 1900, l'abondance moyenne des espèces locales dans la plupart des grands habitats terrestres a diminué en moyenne d'au moins 20%. Il est donc essentiel aujourd'hui, dans un contexte de crises diverses, sociales, économiques, climatiques, d'imaginer des solutions basées sur la nature pour tenter d'inverser les tendances peu encourageantes que j'ai présentées plus haut. Aujourd'hui, la biodiversité reste, mine de rien, le parent pauvre lors de la mise en place d'indicateurs. En parallèle de ça, de nombreuses demandes de collectivités, mais aussi de porteurs de projets, de pouvoir justement mesurer cette biodiversité et favoriser cette biodiversité permise par les infrastructures vertes, commencent à être de plus en plus nombreuses. Mais avant d'en arriver à cette évaluation, encore faut-il connaître de quelle biodiversité on parle quand on est en ville. Il y a eu bien sûr différents inventaires qui ont été réalisés, qui vont montrer justement des liens forts entre, d'une part, la complexité de la végétation d'une toiture végétalisée, le sol ou encore le paysage, tout ça avec la biodiversité présente. Mais il reste encore de nombreuses connaissances à approfondir. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'agriculture urbaine. On voit qu'il y a une grande diversité de projets, des formes qui sont installées sur différents espaces. Et donc, certaines formes d'agriculture urbaine aident justement à maintenir ou à créer des espaces de nature sauvages, mais aussi cultivés, en cœur de ville. On y retrouve des espaces au sol, en pleine terre, qui créent de réelles continuités écologiques entre d'autres espaces qu'on peut retrouver en ville, les parcs et les jardins, les pieds d'arbres, les jardins de pieds d'immeubles, mais aussi des espaces en toiture qui ont aujourd'hui davantage été investis, que ce soit des projets végétalisés mais aussi cultivés. Et donc ça, c'est notamment grâce à différents appels à projets pariculteurs portés par la ville de Paris. Et on retrouve du coup des productions maraîchères, des productions de safran, de fleurs et tout un tas de productions sur ces toitures qui initialement étaient nues, dépourvues d'espaces de nature et qui aujourd'hui peuvent accueillir la biodiversité, être de vraies zones de refuge, de reproduction pour la flore et la faune. Donc voilà, je vous ai un peu parlé de cette diversité des agricultures urbaines, leur capacité d'accueillir la biodiversité, mais quelle biodiversité, comment ces toitures végétalisées qui fleurissent un peu partout en ville arrivent à accueillir cette biodiversité? Permettent-elles véritablement d'accueillir la biodiversité et de quelle biodiversité on parle? Et comment pouvons-nous finalement tous ensemble réfléchir à ces sujets et intégrer ces apprentissages dans la fabrique de la ville? Et donc justement, ces questions, on se les est posées au sein de la chaire depuis 2021 via deux modalités. La première, c'est via notre partenariat avec Groupama, avec une partie Groupama Immobilier, mais aussi Groupama Assurance, et notre participation au sein du consortium BIG, qui veut dire Biodiversity Impulsion Group, qui est porté par l'Observatoire de l'immobilier durable et qui permet de réunir tout un tas d'acteurs de la fabrique de la ville pour réfléchir collectivement à des solutions et à des outils pour davantage prendre en compte la biodiversité dans les projets d'aménagement urbain. Et deuxième modalité, c'est via le lancement d'un post-doctorat de Sékou Koulibaly ici présent, pour justement renforcer les connaissances sur la biodiversité des toitures végétalisées et cultivées. Donc pour en savoir un peu plus sur ce sujet-là, je vais d'abord donner la parole à Madame Astrid Weil, qui est directrice générale adjointe de Groupama Immobilier, et qui va justement nous éclairer sur l'implication du groupe sur ces sujets de biodiversité et nous présenter un petit peu les différentes actions qu'ils portent pour davantage prendre en compte la biodiversité dans leurs activités. Merci Fanny. Merci Fanny. Alors Groupama est un groupe d'assurance. Vous connaissez sûrement son égérie, celle qu'on voit dans les pubs qui a une robe verte. Blanche à pois vert, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Cerise.
Et elle s'appelle Cerise parce que le monde agricole, c'est un monde qui est très important pour Groupama, puisqu'on est le premier assureur agricole en France. On est un assureur mutualiste. Et on est extrêmement présent dans les territoires. Quand on se promène dans la France profonde, la France de la vraie vie, on voit des agences Groupama partout, dans les villages, dans les bourgs. Et on souhaite être au plus près des populations agricoles par cette activité d'assureur alors là, on vous a mis quelques chiffres, 1,2 million de matériel agricole sont assurés chez nous. Un exploitant sur deux, 54% des surfaces agricoles sont assurées chez nous, et on a 1000 conseillers qui sont experts sur le terrain et dédiés à ce marché agricole. Alors, au travers de ces activités de placement, de placement de l'épargne des clients et des assurés pour leur épargne, pour leur retraite, Groupama est aussi un grand propriétaire de forêts. Alors, on est le deuxième propriétaire privé de forêt en France. On a plus de 22 000 hectares de forêt. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des forêts? Parce que ça rapporte du rendement par la vente de bois. Ça rapporte à peu près autant que de posséder du logement, sauf que les arbres sont un peu moins chiants que les locataires. Alors, ça a toujours été à la fois pour le rendement et aussi pour la stratégie des territoires, parce que l'arbre, c'est la vie, et que pour Groupama, c'était très important d'être un investisseur en forêt. Alors, donc je vous ai dit 22 000 hectares répartis sur toute la France, beaucoup en Aquitaine. Une gestion qui est très active. Nos forêts sont certifiées. On a des personnels dédiés qui sont dans les forêts, une dizaine de personnes. Et puis on réfléchit beaucoup au climat quand on gère de la forêt, puisque évidemment, quand on coupe du bois, on replante, et quand on replante, on plante l'arbre qui va avec le climat de sa maturité, qui est dans 30, 40 ou 50 ans. Je vais vous présenter maintenant l'initiative à laquelle Groupama Immobilier a participé dès son origine, qui s'appelle BIG, dont Fanny parlait. Donc c'est BIG pour Biodiversity Impulsion Group. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Alors d'abord parce que Groupama Immobilier, on est un grand assureur, un grand propriétaire d'immobilier. Et si nous, on ne prend pas la main sur un certain nombre de sujets de société, c'est à nous, en fait, c'est à nous de faire ça. C'est à nous, les grands institutionnels, de prendre la main sur les grands sujets de société. Donc nous, on l'a fait sur la biodiversité. On le fait également sur la low-tech dans les bâtiments, pour arrêter de vivre le high-tech dans les bâtiments, parce que c'est devenu plus soutenable, absolument ridicule de vouloir avoir de la clim partout, du confort partout. Et on le fait aussi dans le réemploi, parce que la construction est le premier consommateur de carbone, et qu'il faut quand même réaliser que c'est plus possible. Et donc, BIG, c'est ça, c'est l'Observatoire de l'immobilier durable qui a eu l'idée de créer ce groupe, parce que l'immobilier est le premier impact sur la biodiversité, puisque c'est la ville qui a un impact sur la biodiversité. Et on voit des chiffres dont Fanny a parlé plus tôt, mais on a... alors évidemment, je ne vois rien. Je ne vois rien sans lunettes non plus. Donc on a... Il y a plein de gens qui vous disent, c'est marrant, on ne voit plus d'oiseaux. Je l'ai entendu cette semaine. Il y a des gens qui disent aussi, quand j'étais petite, il y avait des papillons. Et ça, eh bien, le bâti a évidemment eu une influence là-dessus. Et donc on a 28% d'oiseaux en moins, 9% des espèces terrestres qui s'éteignent parce qu'elles sont en manque d'habitat. Et il y a de la pollution lumineuse dans les villes qui évidemment nuit au développement des espèces. Alors, on est des acteurs de la ville en tant que grands propriétaires, et c'est à nous de créer des outils pour lutter contre l'extinction de toutes ces espèces. Donc il faut qu'on réfléchisse à comment on arrête d'artificialiser des sols, comment on remet de la biodiversité dans les immeubles, et surtout comment on mesure tout ça, parce que
Ici, là, quand on regarde un cours à l'intérieur, il y a des ruches. C'est super. C'est mieux que rien. Mais c'est mieux que rien, mais c'est combien, en fait? Parce que dire j'ai fait une action de biodiversité parce que j'ai mis une ruche sur un toit, je suis désolée, mais c'est nul, en fait. C'est pas assez. Et ce qu'on n'a pas fait depuis des années, c'est essayer d'avoir des outils de mesure pour savoir quel impact on avait réellement. De l'impact qu'on puisse mesurer et avec des objectifs de progression qui soient des objectifs ambitieux. Il faut avoir des grands rêves pour ne pas les perdre de vue. Et ça, on ne l'a pas fait quand on s'est dit je vais mettre une ruche, je vais mettre un nichoir à insectes, je vais mettre tout ça. On a fait ça pour se donner bonne conscience. Maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut de l'impact. Donc, intégrer la biodiversité, moi, je pense que ça peut être une opportunité. Alors, en plus, nous, on fait de l'immobilier. Donc, quand on fait de l'immobilier, on s'intéresse quand même beaucoup à la thermique de nos bâtiments. Et c'est vrai, quand on parle de climat et qu'on parle de carbone, on regarde quand même les émissions des immeubles et on regarde les kilowatts qu'on met dans les immeubles pour leur faire du chaud, leur faire du froid. Et on sait que s'il y a 2 arbres devant l'immeuble, ben, on a gagné 1 degré. Et quand on gagne 1 degré, on fait 7% d'économie d'énergie. Et donc, allier la nature, la biodiversité, le vert avec l'immeuble, ça a plusieurs vertus. Donc le programme BIG, voilà, je vous rappelle les objectifs. Donc on veut définir un système commun de mesure et de pilotage, puisque mesurer, c'est progresser, et on veut avoir un impact réel. On a développé une plateforme de cartographie des contributions locales à la biodiversité. Alors, je vous invite à aller à regarder sur le site de BIG et le site de l'OID. Il y a une plateforme qui s'appelle R4RE, dans laquelle vous allez trouver une cartographie par adresse de tous les impacts biodiversité à cette adresse, du risque inondation, du risque tempête, du risque feu de forêt, du risque gonflement des argiles et sécheresse, etc., etc., etc. Et c'est important de cartographier tout ça parce qu'il faut qu'on arrête de construire des immeubles là où on a des risques importants. Et nous, en tant qu'assureurs, je peux vous dire que les fissures dans les maisons du fait de la sécheresse, ça coûte un max. Voilà, il faut éclairer la valeur économique du capital nature. Faut lui mettre des euros en face. Il faut se dire, j'ai une poche en euros et j'ai une poche en biodiversité. Et j'ai une poche en carbone. Et puis, il faut déployer des outils pour que les différentes parties prenantes puissent s'approprier de façon matérielle les sujets de biodiversité. Alors, chez Groupama et ailleurs, quand on a toutes ces idées-là, ce qu'on veut, c'est ensuite passer à l'action. C'est ce qu'on a fait. Et Fanny, si vous voulez bien... Voilà, ça je vous l'ai présenté, ce sont les plateformes. Voilà, donc ça c'est notre siège, c'est le siège du groupe, qui est rue d'Astorg, dans le 8e, en plein entre Madeleine et l'Élysée, grosso modo. Notre siège, il est en restructuration lourde. Celui qui s'occupe de la restructuration, il est en train de faire des photos de moi, là, il s'appelle Sven Jacobs. Et il a travaillé sur ce programme depuis 3 ans. Et son objectif, ça a été d'aller chercher les meilleures certifications environnementales. Donc il y a une extension du bâtiment qui est faite en bois. Il y a des matériaux de réemploi, il y a des matériaux biosourcés. Et on est passé à l'action du sujet de la biodiversité dans un partenariat avec AgroParisTech pour créer une serre urbaine sur la toiture. Donc vous voyez le dessin. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais c'est quand même très très grand. L'immeuble, il fait 17 000 m². Il pourra accueillir à peu près 1500-1600 collaborateurs. Sven, c'est ça ? 2000 collaborateurs.
Et donc les terrasses seront accessibles. Aujourd'hui, elles ne l'étaient pas. Et ça sera à la fois des terrasses d'agrément, mais c'est des terrasses où on veut que à la fois les personnels et à la fois des gens de l'extérieur s'approprient l'agriculture urbaine. Et on veut que ça soit un lieu de formation, on veut que ça soit un lieu d'échange entre les différentes parties prenantes, et on veut que ça soit un lieu qui, d'un point de vue sociétal, fasse changer les mentalités. Et quand on le fait nous, et quand on le fait à côté, et quand un autre le fait, ça devient l'habitude et donc la norme. Et c'est pour ça que notre participation à BIG est primordiale, parce que ça lance un mouvement qui fait changer la société. Voilà. Merci beaucoup Astrid. Comme je vous le disais aussi en introduction, on a des lacunes en termes de connaissances sur la biodiversité urbaine, notamment sur la biodiversité de ces différentes toitures végétalisées, mais aussi cultivées. Et donc c'est justement tout le travail qu'a réalisé Sékou depuis fin 2021 maintenant. Et donc il va pouvoir vous présenter la substantifique moelle de son travail. Donc je te laisse la main. Je vais me mettre debout. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Sékou Koulibaly, je suis chercheur en écologie des sols et actuellement je réalise un postdoc à AgroParisTech sur un projet de recherche qui est porté par la chaire agriculture urbaine, mais aussi financé par la Fondation Paris Habitat. Donc ce projet s'intitule Évaluation de la biodiversité générée par les toitures en milieu urbain. Donc comme on le sait tous, le milieu urbain est un milieu très contraignant pour la biodiversité, à travers par exemple la fragmentation des habitats, donnant lieu à des petits espaces, l'artificialisation des sols, provoquant des pollutions mais aussi des îlots de chaleur. Donc une des solutions efficaces pour repenser ces milieux urbains est de végétaliser les espaces inutilisés, comme sur les toitures. Comme exemple, on peut citer par exemple l'agriculture urbaine, qui, d'après une étude que nous avons menée récemment, l'agriculture urbaine est perçue comme une solution efficace pour favoriser la biodiversité en ville. Par exemple, si je prends par exemple les toitures, on sait que les toitures jouent un rôle efficace dans la gestion des eaux pluviales, le rafraîchissement des bâtiments, l'esthétisme, mais aussi c'est aussi un habitat potentiel pour la biodiversité. Alors, maintenant, on peut se demander quels sont les liens entre la biodiversité et les toitures végétalisées. Eh bien, pas grand-chose, parce que d'après une revue systématique que nous avons menée récemment, donc nous avons souligné plusieurs lacunes. D'abord, des lacunes géographiques, et la majorité des études, en tout cas les études sont souvent menées dans les pays de l'hémisphère nord. On peut remarquer ici, par exemple, qu'il y a la majorité des études menées, par exemple, en Amérique du Nord, un peu plus en Europe, mais sur cette carte, regardez bien, donc, il n'y a aucune étude qui a été menée en Afrique. Mais aussi des lacunes liées en termes d'études. Il y a très peu d'études, dans le sens où, quand on compare avec la biodiversité, les études sur la biodiversité urbaine de manière globale, la part des études sur la biodiversité des toits représente 2%. Et très peu de données aussi. Très peu de données, dans le sens quand on regarde par exemple sur les habitats pour la biodiversité, donc les toits, donc les publications sur ces données donc, représentent 27 articles. Et donc la biodiversité, c'est un sujet assez récent, donc sur ça. Et donc taxonomiquement parlant, on peut regarder aussi que la biodiversité aérienne est la plus étudiée, avec sans surprise des dominances pour les plantes, des invertébrés aériens, des vertébrés comme les oiseaux et les chauves-souris. Quand on regarde la biodiversité des sols, eh bien, il y a un manque ici, dans le sens où on n'a que 7% des études qui parlent de cela, alors que la biodiversité souterraine, c'est une biodiversité qui est cachée. Alors, elle représente plus de 25% des espèces terrestres. Alors, pourquoi je m'intéresse tant à cette biodiversité cachée? Parce que pour sa valeur intrinsèque, on peut remarquer que dans un gramme de sol, on peut retrouver plus de 1 milliard de bactéries avec plus de 1 million d'espèces différentes. Mais aussi que la biodiversité des sols fournisse de nombreux services écosystémiques, comme par exemple le recyclage des éléments nutritifs,
pour les plantes, la production de biomasse alimentaire, la régulation des bioagresseurs comme les phytoparasites. Et agroécologiquement parlant, on place le vivant au cœur de la conception des agrosystèmes. Donc je reviens sur les toits, par exemple, si je prends la conception d'une toiture végétalisée, donc on s'aperçoit qu'il y a plusieurs strates. Par exemple, on va retrouver des couches de végétation, une couche de sol et différentes couches reflétant de matériaux d'étanchéité. Si je prends par exemple la couche des sols, eh bien, cette couche elle a une profondeur assez variable qui donne lieu à plusieurs types de toitures végétalisées. On va retrouver par exemple des toitures extensives dont la profondeur de substrat est inférieure à 10 cm, où on va retrouver plutôt des plantes de type sédum. Ensuite, une toiture qu'on va appeler des toitures semi-intensives dont la profondeur de substrat est comprise entre 10 et 30 cm. Et enfin, une toiture intensive où la profondeur de substrat dépasse les 30 cm de profondeur. Et on peut trouver même des arbres sur cette toiture. Et donc, du fait de cette variabilité dans la profondeur des substrats, on pourrait se demander quel est l'effet de cette variabilité sur la biodiversité des sols. Donc pour cela, nous avons mené une expérimentation sur terrain dont l'objectif est donc d'acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité des toitures végétalisées et cultivées et identifier les différences entre les différents types de toits verts sur la biodiversité des sols. Donc pour faire cela, avec nos LEN ici présentes, donc nous avons été un peu partout en Île-de-France afin de récolter différentes données, donc sur 17 toitures au total, réparties en 3 toitures extensives, 10 toitures semi-intensives et 4 toitures intensives. Donc nous nous interrogeons surtout ici sur d'abord la profondeur des substrats, mais aussi sur les usages que peut avoir ces toitures. Donc par exemple, quand on prend les toitures beaucoup plus profondes, des usages à vocation plutôt ornementale ou productive. Et donc en termes de biodiversité des sols, donc, nous avons échantillonné différents groupes d'organismes en fonction de leur taille. Par exemple, on va retrouver des organismes micrométriques comme les bactéries et les champignons, donc des micro-organismes ou de la microflore, on va appeler. Ensuite, on va retrouver des nématodes, qu'on va les classer dans la microfaune. Et des organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on peut voir à la loupe, qu'on va appeler la mésofaune, dont la taille peut aller jusqu'à 2 mm. Donc, comme exemple, on va retrouver des colamboles, des acariens. Et la macrofaune, dont les organismes ont une taille supérieure à 2 mm, c'est tous les organismes qu'on peut voir à l'œil nu, donc dans le sol, comme par exemple les vers de terre, les isopodes ou les mille-pattes. Donc, en premier résultat de cette étude, si je regarde par exemple la profondeur des substrats, en parlant par exemple des toitures extensives, donc on remarque que sur ces toitures, on va retrouver beaucoup plus de micro-organismes et de microfaunes. La mésofaune est moyennement représentée, mais la macrofaune est très peu représentée. Donc, ensuite, les toitures semi-intensives, on va retrouver que les organismes de petite taille sont moyennement représentés et la macrofaune est très bien représentée. Et les toitures beaucoup plus profondes, donc on va retrouver beaucoup plus de macrophones et très peu de microphones. Donc, comme premier résultat, je peux juste revenir. Donc, dans le sens où on peut conclure sur ces aspects en disant que la profondeur des substrats est très liée à la taille des organismes. C'est-à-dire, plus la profondeur des substrats va être élevée, plus les organismes, plus on a tendance à avoir des organismes de grande taille, et inversement. Ensuite, en se focalisant sur les usages, donc comparaison toiture productive versus toiture ornementale, donc on va retrouver par exemple sur les toitures productives beaucoup de micro-organismes et très peu de microfaunes, contrairement aux toitures ornementales où on va retrouver beaucoup de nématodes, donc de la microfaune, et très peu de micro-organismes, avec beaucoup plus de macrophones. Donc ici, on peut conclure du fait que les organismes ont une préférence en fonction des usages. Donc, comme dernier résultat que je vais vous présenter ici, ce graphique représente l'ensemble des paramètres que nous avons mesurés sur terrain. Donc, l'objectif ici, c'est de voir le lien entre le vivant et le non-vivant. Donc, qu'on va appeler donc, en écologie, donc, le vivant, donc, ça va être les paramètres biotiques,
et le non-vivant va être des paramètres abiotiques. Donc ici, je précise que plus les flèches vont être proches, plus les liens sont forts. Par exemple, si je prends les nématodes et les micro-organismes, donc vont être associés beaucoup plus aux paramètres comme le carbone et l'azote. Donc dans la littérature, effectivement, ces organismes sont associés à la transformation des éléments minéraux comme le carbone et l'azote. Et quand on prend la mésofaune, donc ce sont des organismes qui sont associés au recyclage des éléments nutritifs, mais très sensibles aux variations de pH et d'humidité. Et la macrofaune, donc la macrofaune va être associée à tous les processus de décomposition, comme la matière organique, le pH, enfin le phosphore, l'azote et le carbone. Et donc, quand on regarde tous ces effets, donc on peut voir d'autres facteurs, par exemple que ces effets sont surtout dépendants aussi du type de toiture végétalisée. Donc en partant des toitures extensives pour les petits organismes jusqu'aux toitures intensives pour les gros organismes en passant par les toitures semi-intensives. Donc pour résumer tous ces effets, donc, eh bien, les toits verts sont des habitats pour la biodiversité. Et nous avons observé que la profondeur des substrats est très liée à la taille des organismes et que les organismes ont une préférence, ou en tout cas ont des préférences en fonction des types d'usage. Et l'ensemble des paramètres physico-chimiques affectent la biodiversité des sols. Donc ces résultats sont encourageants. Donc l'objectif, c'est quand même de poursuivre ces études. Donc comme perspective d'études, nous avons mis en place, nous avons réfléchi à plusieurs perspectives, par exemple sur la conception des toitures végétalisées, en prenant en compte beaucoup plus la taille des toitures, la hauteur des bâtiments, donc pour voir comment la biodiversité des sols peut s'installer, mais aussi en prenant en compte la trame brune, dans le sens où on va parler beaucoup plus de la connectivité des espaces, donc lié par exemple à les espaces au sol jusqu'aux toitures en passant par les murs végétaux. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à évaluer la biodiversité à l'échelle d'un quartier en créant des outils d'évaluation. Eh bien, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sékou pour ta présentation qui j'espère était très claire, mais en tout cas j'ai beaucoup appris, donc merci. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? N'hésitez pas, c'est le moment. On peut prendre 2-3 questions si vous avez besoin. Oui. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on ne prend pas en compte la mesure de l'air, de la pollution et l'impact que ça a? Sur le sol, c'est ça? Oui. Effectivement, ces mesures ont été prises en compte, mais je ne les ai pas présentées ici. Mais voilà, on a analysé ces effets-là, effectivement. Mais voilà, je n'ai pas encore analysé statistiquement pour vous donner une réponse assez précise, mais c'est pris en compte, effectivement. Lors de la publication, ces mesures seront présentées. Ce qui est sûr, c'est que la végétalisation, ça absorbe beaucoup de CO2. Nous, notre bilan CO2 Groupama avec les forêts, il est formidable. Vraiment formidable. Après, quand on le présente, on présente l'impact global avec les forêts, mais on présente aussi l'impact de l'absorption de CO2 sans les forêts. Parce que tout le monde n'a pas des forêts, bon, donc pour assurer la comparabilité, il faut présenter les deux chiffres. Oui, j'ai une question par rapport à l'état des sols initial qui a été pris en compte dans les différents sites que vous avez retenus pour votre étude. Est-ce que vous aviez des points de départ qui étaient équivalents en termes de qualité des sols? Et est-ce que vous avez envisagé d'approfondir le lien avec les terres polluées et la possibilité de reconstituer des sols avec une biodiversité intéressante mais en toiture? Alors, pour cette étude, non, on n'a pas fait un état initial.
on n'a pas fait un état initial du sol. On s'est basé beaucoup plus sur les différentes données que les toitures, enfin, que les fournisseurs de toitures nous ont données, mais on n'a pas fait un échantillonnage dans un premier temps pour prendre l'état de sol. Moi, peut-être, je peux ajouter quelque chose par rapport à ça. Donc, nous, on fait de l'immobilier. Donc, quand on envisage de faire une toiture largement végétalisée, il faut toujours se poser la question de l'équilibre entre le béton qu'on va être obligé de mettre pour porter tout ça, parce que du substrat avec de l'eau, ça pèse 1 tonne du mètre cube, et si on est obligé de mettre 1,50 m de béton en dessous pour le porter, au bout d'un moment, on est dans des espèces de non-sens. Alors, on essaye de voir ce qu'on peut travailler avec des substrats moins lourds. Donc, on a des terres allégées, on a tout un tas de techniques, mais après, on ne peut pas planter n'importe quoi dedans. Et on essaye toujours d'être dans un arbitrage entre ce qui devient un peu idiot et ce qu'on peut faire en termes de toiture végétalisée, sans y mettre des tonnes et des tonnes de béton. Moi, je voulais juste compléter sur ce que disait Sékou. En effet, il n'y a pas eu un état initial des sols. Par contre, ce que je trouverais intéressant de poursuivre, c'est justement ces phases de prélèvement. Peut-être en partant sur, justement, là, l'état initial, c'est le moment où Sékou a prélevé, mais d'avoir un vrai suivi dans le temps, donc revenir peut-être 1 fois par an, ou je ne sais pas, dans 3 ans, refaire les mêmes prélèvements et voir quels changements peuvent être observés sur la biodiversité, et notamment quel impact des pratiques, des modes de gestion de ces toitures, qu'elles soient végétalisées, cultivées, des différents systèmes culturaux sur cette biodiversité-là. Donc ça, c'est des pistes qu'on a aussi sur notamment davantage de récolte de données et surtout un suivi dans le temps, ce qui manque parfois dans les études. Pour compléter ce qu'a dit Sékou et Fanny, sur le suivi en fait sur le long terme, on a la toiture expérimentale d'AgroParisTech sur lequel on a un suivi depuis l'installation jusqu'à 10 ans en fait de mise en place, y compris sur les analyses de sol et une partie sur la biodiversité. Donc on a un peu plus de recul sur ces évolutions en lien avec la qualité des sols, mais pas sur l'étude, là celle de Sékou, on n'a pas en fait ce recul encore sur plusieurs années et sur plusieurs sites. Et sur la question de la construction des sols, c'est pris en compte, la plupart de ces sites-là sont quand même sur des sols construits avec des matériaux légers en fait. C'est pas tous, on va prendre en compte ce qu'on appelle nous les technosols et sur lesquels on travaille aussi, et c'est plutôt pour le prochain anniversaire de la chaire, vous verrez tous ces résultats. Peut-être une dernière question, parce que après on va devoir poursuivre. J'ai vu une question. Je voulais juste une question sur comment les citoyens sont impliqués sur ces nouveaux projets immobiliers qui prennent en compte la naturalisation, la végétalisation des villes. Alors nous, l'exemple que je vous ai présenté, c'est un projet bureau. Et c'est intéressant que ça soit du bureau parce que ça peut faire partie du projet managérial du chef d'entreprise, du projet RH, du projet de certains managers ou de chaque manager, d'emmener les collaborateurs dans de l'enseignement, de la pratique, et en tout cas au moins une expérience de biodiversité en ville qui ensuite fasse que les collaborateurs, déjà ça fait une animation, ça fait un projet, après ils en parlent autour d'eux et c'est comme ça qu'on fait les grandes rivières. Donc moi je trouve que l'univers du bureau c'est bien parce que la force du collectif, ça cimente bien le projet. J'ai pas eu l'occasion de le faire dans du logement. Oui, bonjour, excusez-moi. J'ai juste une petite invitation. Avec l'association Espace, on gère une toiture végétalisée à Aubervilliers où on produit, on fait du maraîchage sur toiture. Et les 3 premières années de ce projet, cette toiture a fait partie du projet Semoir, donc qui a été mené aussi par l'INRA. On aimerait beaucoup continuer cette partie étude de la biodiversité, étude de l'impact qu'a la toiture
Malheureusement, on a très peu de temps, nous, vu qu'on a énormément d'autres choses à faire pour s'occuper de cette partie-là. Donc c'était une invitation, si vous cherchez des toitures à étudier, on est là. C'est une toiture qui fait 1 mètre de profondeur, c'est un technosol. Très bien. On est sur le département du 93, donc avec des sols pollués et tout ça, donc ça peut être intérêt à l'étude. Ça m'intéresse. Oui, on est témoin, effectivement. Donc, mais c'est bien, vous nous faites tout le programme, y compris le programme de recherche. Oui, par rapport effectivement aux citoyens, enfin, comment on les implique aussi. Récemment, j'ai animé un atelier donc, à l'association PPM Production, où les bénévoles venaient donc, pour une sorte de restitution par rapport aux études qu'on a menées. Donc ils étaient très très intéressés. Effectivement, donc c'est de renforcer ces liens entre chercheurs et d'autres acteurs pour les faire comprendre un peu la biodiversité des sols. Oui, il y a peut-être ce que je peux vous dire aussi, maintenant que j'y pense. On a participé à une initiative qui n'a absolument rien à voir, qui s'appelle Cube 2020. C'est un championnat d'économie d'énergie. Donc ça a été organisé par l'IFPEB, l'Institut français pour la performance énergétique des bâtiments. Et c'est un concours à celui qui fera le plus d'économie d'énergie dans l'année. Donc il y a plein de catégories. Et il y en a une qui est scolaire. Donc on a proposé à des collèges et des lycées et des écoles de faire des économies d'énergie et de venir les présenter et de gagner un prix, la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Et donc il y a des trucs comme ça, là, qui ont 10 ans, qui viennent recevoir un prix, et ils ont inventé tout un tas de choses dans leur collège, leur lycée, leurs écoles. Et ils ont réussi à faire avec 0 argent de 20 à 30% d'économie d'énergie. Ce qui est quand même incroyable. Ils ont fabriqué des autocollants sur les interrupteurs, il y a marqué quand tu sors éteint. Enfin, des trucs très très bêtes, hein. Très très simples en tout cas, très très intelligents, très très simples. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les enfants, c'est un sublime vecteur de tout. D'abord, ils racontent à leurs parents, ils font notre éducation, et c'est la génération de demain. Et je pense qu'il y a un truc à faire, c'est que sur ces toitures-là, il faut faire venir des classes, il faut faire venir des scolaires, parce que c'est eux qui vont faire le monde de demain. Merci. Je propose qu'on réapplaudisse nos 2 intervenants et qu'on poursuive les échanges.